Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Plusieurs cités se disputent même l'organisation des concours comme ceux de Némée et les concours pithiques dévolus à une association internationale, la cité de Delphes, qui joue un rôle fondamental puisque c'est elle en fait qui envoie à travers tout le monde grec les ambassadeurs sacrés chargés d'annoncer la prochaine célébration et donc la trêve qui l'accompagne. Les textes antiques mentionnent de nombreux cas de boycott, d'annulation rétroactive du palmarès, voire même l'institution de concours parallèles pour les exclus. Les organisateurs veillent à l'entretien des installations dédiées, à maintenir le bon ordre et à contrôler l'identité et la provenance des délégations. C'est incroyable comme on a la même chose aujourd'hui. Des magistrats sont chargés d'accueillir les athlètes et de les interroger sur les épreuves auxquelles ils viennent de participer. Ils transmettent ensuite le formulaire aux prêtres et aux gymnasiarques qui sont désignés pour les concours les plus prestigieux, les stéphanites, ceux dont le prix est une couronne végétale. Et on constate que les athlètes ont été les premiers à être l'objet d'un contrôle aux frontières et d'une forme, si vous voulez, de traçabilité. Le prestige lié à ces manifestations est connu de tous. Chaque communauté politique cherche à développer les siennes et à les faire reconnaître à l'international, provoquant une inflation d'épreuves et une circulation intense des athlètes qui doivent faire des choix pour établir leur programme annuel. La préparation des concours est confiée à des commissions qui tiennent les comptes et qui souvent ajoutent leur fortune personnelle aux ressources des fonds publics, ce dont ils retirent évidemment prestige et influence au sein de la cité. Alors, organiser et participer est évidemment un plus en termes de visibilité. On se soucie de la formation sportive des enfants qui sont appelés à concourir dans leur catégorie d'âge. Le règlement scolaire, par exemple, de la cité de Milet prévoit que les professeurs de sport emmènent des jeunes participer à des concours à l'étranger, dûment munis d'un ordre de mission délivré par les autorités publiques et doivent fournir un remplaçant le temps de leur absence pour s'occuper des élèves non retenus. On s'occupe absolument de tout. Des épreuves internes doivent servir à la sélection, comme pour nos championnats nationaux, si vous voulez, mais la documentation sur ce point, malheureusement, nous fait défaut. Aristote recommande une pratique sportive adaptée aux enfants parce qu'elle est destinée à former de bons citoyens. Il prône la mesure et la polyvalence qui excluent l'exercice intensif qui pourrait causer des déséquilibres. Les vainqueurs des concours locaux reçoivent des prix de moindre prestige que ceux des concours stéphanites. Celui de la course du stade et du pancrace reçoit des amphores panétanéiques athéniennes remplies d'huile d'olive d'environ 35 litres. De manière générale, les récompenses sont très modestes, quelques dizaines de drachmes. Une drachme, c'est un salaire quotidien de référence, si vous voulez. Alors ces montants paraissent bien dérisoires en regard des dépenses induites par l'entraînement et les déplacements. On peut donc légitimement douter du fait que les athlètes trouveraient là, dans le sport, un moyen de s'enrichir. En fait, la victoire aux Jeux d'Olympie est surtout source de prestige et gloire pour la cité à laquelle l'athlète vainqueur appartient. De retour chez lui, il est alors récompensé par divers honneurs, des privilèges dont certains ne sont pas dépourvus d'intérêt pratique, c'est vrai. Proclamation publique, inscription au palmarès officiel, place d'honneur dans les cérémonies, pension alimentaire quand même, avantages fiscaux, etc., etc. Donc tout ça n'est pas neutre. Le sage Anacharsis s'étonne au VIe siècle, je cite, de voir les Grecs légiférer sur la violence et pourtant de récompenser les athlètes de s'être bien donné des coups. Les olympioniques peuvent aussi être chargés de remplir des missions officielles pour leur cité. Par exemple, le pancratiaste athénien, Callias, est chargé en 169, toujours avant notre ère, de promouvoir les Panéténées à Alexandrie, ou en Alexandrie, c'est selon. Il est un peu l'équivalent de Sébastien Coé pour les JO de Londres en 2012 ou de Tony Estanguet, si vous voulez, à Paris en 2024. C'est un peu la même chose. De son côté, Gorgos de Mécène, l'une des vedettes de son temps, se voit lui investi d'un mandat d'ambassadeur auprès de Philippe V de Macédoine et selon Polybe, il est aussi brillant en politique que dans le stade. En récompense du coup de leur prouesse olympique, certains athlètes étrangers sont pleinement intégrés à la société grecque. Par exemple, Athénodoros, étranger, résident à Éphèse, demande à devenir citoyen éphésien après sa victoire dans des concours internationaux et il l'obtient, auréolé justement par ses exploits. Ces concours sacrés ont lieu donc au sein d'un sanctuaire.
L'athlète vainqueur reçoit comme récompense une couronne de feuillage d'olivier, donc à Olympie. De retour dans sa cité, il est donc récompensé de manière plus lucrative, qui lui permet parfois de véritablement vivre de son sport, comme je disais tout à l'heure. Les concours olympiques entraînent de multiples voyages entre le site du sanctuaire d'Olympie, les colonies du monde grec, c'est-à-dire la Sicile, l'Italie méridionale, ce qu'on appelle la Grande Grèce, la Crète, la Libye, le Proche-Orient, la mer Noire, l'Égypte, etc., etc. Et vous avez des ambassadeurs qui sont appelés les théorès, qui annoncent partout la tenue et la date de ce fameux festival. Dans les semaines qui précèdent le début des Jeux, des foules dont le déplacement est protégé justement, comme je disais tout à l'heure, par la trêve sacrée, se dirigent vers le sanctuaire et s'y pressent les athlètes entourés de leurs familles ou de leurs entraîneurs, des pèlerins, des voleurs aussi, des touristes qui sont venus admirer de loin la célèbre statue chryséléphantine, c'est-à-dire en or et en ivoire. Cette statue de Zeus, réalisée par Phidias, l'une des 7 merveilles du monde antique, vous savez. La ville d'Olympie accueille alors près de 40 000 spectateurs. C'est la manifestation la plus importante de Grèce, tout simplement. L'affluence attire aussi des marchands, des jongleurs, des orateurs et des écrivains qui, évidemment, en profitent pour faire admirer leurs marchandises et leurs talents. Et tout retard est sévèrement sanctionné, sauf à justifier par la maladie, les pirates ou les naufrages, qui sont les 3 seules défenses jugées acceptables. C'est assez incroyable. Par conséquent, le calendrier international des compétitions n'est évidemment pas facile à établir parce que les athlètes doivent impérativement respecter certaines dates. Voilà, on vient de voir l'arrivée dans cette ville d'Olympie, voir ce que c'était que les Jeux Olympiques, etc., à cette époque-là. Eh bien, je vous propose dans la prochaine émission, dans l'émission 2 sur les Jeux Olympiques, de voir comment ils se déroulent, ces fameux Jeux, comment on passe de l'entraînement aux Jeux en eux-mêmes, comment ils se terminent. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.